Bonjour à toutes et à tous, je suis Delphine Legarlès, responsable marketing de l'offre Cloud pour Capgemini France et je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Objectif Cloud, le podcast qui s'adresse à toutes celles et tous ceux qui innovent grâce au cloud. Aujourd'hui, nous allons discuter de la donnée au cœur de toute transformation numérique et plus largement de la donnée comme moteur de transformation des entreprises. Je vous rassure, vous ne vous êtes pas trompé de podcast, le cloud sera aussi au centre de cette discussion car cloud et données sont intimement liés. Si vous vous posez des questions sur l'impact organisationnel et technologique du passage à l'échelle des projets data, ou encore sur les enjeux environnementaux qui y sont liés, vous êtes au bon endroit. Pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir de recevoir Franck Zerbib, directeur technique de Google Cloud France. Vous êtes dans Objectif Cloud, nous sommes dans le studio 147 de Capgemini, et ça commence maintenant. Bonjour Franck. Bonjour Delphine, ravi d'être là. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai une première question, comment va le data center français de Google Cloud France ? C'est un bébé qui va bien. C'est un data center qui a été lancé l'année dernière, en mai 2022, et qui faisait partie d'une vague de lancement d'un certain nombre de régions, ce qu'on appelle des régions chez nous, donc des triptyques de data center. On a lancé en même temps que Paris, on a lancé Madrid, on a lancé Milan, et on continue d'investir lourdement dans notre maillage, en tout cas pour être au plus près de nos clients, couvrir des besoins évidemment locaux. Donc c'était un peu le sens aussi de l'investissement en France, couplé à d'autres investissements qui sont liés plutôt à des sujets de souveraineté aussi, dont on pourra peut-être reparler. Mais voilà, on est très fiers, très contents d'investir en France, d'avoir ce data center pour pouvoir accompagner encore plus près nos clients, les clients français dans leur transformation numérique, dans les projets de data, et tout type de projets en tout cas qui sont synonymes de move to cloud et d'utilisation des technologies cloud au service de leur transformation. La valeur de la donnée est reconnue par toutes les entreprises, mais on ne va pas parler aujourd'hui de migration, mais plus de l'impact de la donnée sur les stratégies d'entreprise. Je suis tombée sur plusieurs témoignages dans la presse en préparant cet épisode, comme celui d'Heineken dans le monde informatique. Ils expliquaient vouloir devenir le brasseur le mieux connecté. C'était ainsi s'assurer qu'ils renforçaient les relations avec leurs clients, leurs consommateurs, leurs fournisseurs et leurs employés dans un contexte entièrement numérique. Il y avait aussi Lufthansa dans CIO. Lufthansa place le contrôle du voyage entre les mains de ses clients et les données entre les mains de ses employés. C'est ce que le DSI expliquait. Qu'est-ce que tu observes chez tes clients ? Quels sont les écueils ou les freins qu'ils peuvent rencontrer dans leur passage à l'échelle ? Il y a 3 critères qui sont importants, justement pour pouvoir se différencier et passer à l'échelle. Le premier, c'est la simplicité. Tous les clients cherchent aujourd'hui à plus de simplification dans la gestion des plateformes. Donc aujourd'hui, Google Cloud est, on va dire, la seule plateforme capable de fournir une expérience serverless, autogérée, de bout en bout, pour adresser tout type de besoins. Ça peut être des besoins de type batch, temps réel, de gérer des données structurées, non structurées, du BI, de l'intelligence artificielle. Et donc, s'appuyer sur une plateforme serverless autogérée va de fait améliorer drastiquement le ROI de ce type de plateforme. L'ouverture fait partie aussi des éléments qui sont importants et demandés par tous nos clients. Notre volonté, c'est pas forcément de faire un big bang quand on arrive chez un client pour tout changer. L'idée, c'est de les prendre là où ils sont pour leur faire bénéficier du meilleur de l'innovation de Google, mais en tenant compte aussi des choix historiques qui ont été faits. Et donc là, il y a des éléments qui sont importants. Le caractère open source est important. Et une bonne partie, pour revenir sur l'innovation qui a été faite chez Google, une bonne partie de cette innovation a été aussi mise à la disposition des communautés open source. Et donc c'est de fait aussi un accélérateur qui permet d'aller vite sur les technologies Google et d'intégrer rapidement les technologies Google. Et puis sur l'aspect ouverture, il y a une deuxième dimension qui est importante aussi, c'est la dimension produit. Comment finalement on a une stratégie multi-produits pour tenir compte d'un existant ou pour offrir des choix multiples qui ne sont pas forcément 100% Google pour un client. Quand on veut par exemple monter un data warehouse, les données aujourd'hui ne sont pas forcément toutes dans GCP, elles peuvent être sur différents types de plateformes et donc on investit aussi beaucoup sur le côté multi-cloud de nos solutions. Et on a par exemple aujourd'hui un unique, pour un hyperscaler en tout cas, c'est un data warehouse qui permet de fédérer les traitements sur différents types de plateformes cloud. Ça peut être AWS, ça peut être Azure, ça peut être GCP, avec un point de contrôle unique
pour pouvoir faire ces traitements analytiques sur les différentes plateformes sans avoir à les dupliquer ou à les répliquer sur un repository central. Voilà. Donc, simplicité, ouverture. Puis le troisième élément, qui est tout aussi important, c'est aussi l'omniprésence de l'intelligence artificielle dans tous les produits. Et donc là, c'est de faire profiter à nos clients de toute l'innovation de Google dans le domaine de l'IA, par exemple en utilisant des modèles sur étagère et en les personnalisant avec des données ou les entraînant avec des données clients pour répondre à des use cases bien particuliers. Donc l'objectif, c'est vraiment d'offrir un panel de solutions d'IA qui peuvent être des API sur étagère, qui peuvent être des modèles préexistants. On peut bien sûr permettre à nos clients de développer leurs propres modèles, mais l'idée c'est d'accélérer l'adoption de l'usage de l'IA au service de l'innovation, de la transformation. Donc là pour l'instant on a parlé plus des aspects finalement technologiques, mais il y a quand même un gros pan qui est important dans ces transformations, c'est l'aspect organisationnel. Pour que la donnée soit intégrée au cœur de tous les processus métiers, il faut créer une cohérence entre data, IT et métier. Qu'est-ce que c'est les impacts organisationnels que tu peux voir toi chez tes clients ? On rencontre un modèle d'organisation qui est assez récurrent chez nos clients. Finalement, c'est historiquement, la plupart des clients ont verticalisé l'approche de la donnée. Donc, structurellement, avec des producteurs de données, qui sont plutôt des organisations métiers, enfin, qui ont la connaissance métier, forcément. Et puis, ces producteurs de données, finalement, transmettent ces informations, ces données, à des organisations centrales, qu'on a regroupées par efficacité, pour mutualiser les compétences techniques nécessaires pour pouvoir opérer et gérer cette plateforme de données, qui pour le coup est plutôt multi-domaine, multi-métier, et donc n'a pas forcément cette compétence métier, mais plutôt une compétence et une expérience technique. Cette organisation centrale, elle met à la disposition des utilisateurs finaux, des business analysts, ces données, qui pour le coup, eux, ont cette expertise métier et moins d'expertise technique. Et donc on voit que dans cette cinématique, on a finalement on peut voir une rupture finalement de la connaissance métier entre le producteur et le consommateur de données, et qui peut entraîner à l'échelle des problèmes. Et on a vu ces problèmes s'aggraver dans beaucoup d'organisations parce que la donnée est un sujet essentiel, et donc qui est l'objet de nombreuses nouvelles demandes. Et donc, ces demandes grandissant, on voit que cette structure peut représenter un goulot d'étranglement en fait, au niveau des organisations clients, et par réaction, créer une forme de shadow IT, des gisements alternatifs de données ou d'autres solutions dans l'entreprise qui peuvent présenter un risque important de perte de contrôle et de gouvernance de la data globalement au sein de l'entreprise. Et du coup, qu'est-ce que c'est l'approche de Google Cloud pour une organisation plus efficace ? Alors, pour une organisation plus efficace, en fait, finalement, la simplification apportée par la plateforme data, telle que la nôtre, permet de penser un petit peu les organisations différemment. Une plateforme autogérée, serverless, comme on l'évoquait tout à l'heure, quand on a un modèle centralisé qui a été conçu finalement pour rationaliser un peu la complexité de gestion d'une telle plateforme de données, on voit finalement qu'une plateforme autogérée, serverless, va laisser peu à peu beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de place à un modèle finalement des organisations fédérées autour de la donnée chez nos clients. Et donc les différents domaines à qui on va pouvoir petit à petit finalement confier la responsabilité de la donnée, la responsabilité du déploiement, de la consommation de cette donnée au sein de l'entreprise de manière beaucoup plus agile. On aura toujours besoin d'une équipe centrale qui pour le coup n'a plus la responsabilité de la donnée, va se décharger de cette responsabilité de la donnée, la sécurité, la documentation de cette donnée qui va être conférée donc au domaine et aux organisations métiers. Par contre, cette équipe centrale, elle va être responsable de définir les standards, les bonnes pratiques, de favoriser l'adoption des domaines à ces technologies, d'accompagner le déploiement et l'adoption de la plateforme au sein de l'entreprise. Le deuxième élément, parce que même si c'est un sujet très organisationnel, je pense qu'une transformation ne s'opère pas non plus sans un bon outillage. Et donc l'outillage est un outillage adéquat. Donc on a vu
une technologie, la technologie serverless dans GCP, c'est une technologie qui va permettre de donner beaucoup plus de liberté aux équipes et aux domaines. Si on n'a pas ça, le risque, c'est que chacun de ces domaines, qui a la responsabilité de la donnée, recrée en fait finalement son propre système et à le maintenir, nécessitant des compétences qu'elle n'a pas forcément, et donc on va se remettre à créer des silos et des usines à gaz. Donc c'est pas c'est vraiment pas l'objectif. Il y a un troisième point effectivement qui est important si on se projette et si on veut aller plus loin dans la vision fédérée, c'est finalement comment mettre en place une gouvernance solide et une solution qui permette d'adresser cette gouvernance solide. Ça veut dire avoir une solution industrielle pour pouvoir découvrir la donnée, pour pouvoir cataloguer, enfin avoir un catalogue de données au sein de l'entreprise, pour pouvoir faire du versionning, du linéage de la donnée, pour documenter cette donnée. Donc il y a des solutions qui sont émergentes, sur lesquelles nous on investit fortement pour pouvoir accélérer finalement l'adoption de ces modèles fédérés. Donc on investit par exemple beaucoup sur un produit comme Dataplex aujourd'hui, qui permet de faire du discovery, du cataloguing, qui permet de faire du lineage, plein de features comme ça, et donc qui sont vraiment nécessaires pour pouvoir mettre en place, je dirais, une solution de gouvernance pérenne, scalable, et adresser les enjeux d'une architecture fédérée ambitieuse pour pouvoir répondre à ces besoins. Très bien. Il y a un autre sujet qu'on a beaucoup abordé dans ce podcast, c'est celui de l'impact environnemental du cloud. Et il y a d'ailleurs un rapport qui est sorti par l'ADEME la semaine dernière, qui dit qu'à l'horizon 2030, si rien n'est fait pour réduire l'empreinte environnementale du numérique et que les usages continuent de progresser au rythme actuel, le trafic des données sera multiplié par 6 en 2030 comparé à 2020. L'ADEME parle d'une augmentation entre 2020 et 2030 de l'empreinte carbone du numérique en France de plus 45% et de la consommation des ressources abiotiques, c'est-à-dire métaux et minéraux, de plus 14%. Parmi les leviers d'action proposés par l'ADEME, il y a la sobriété numérique. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on peut gérer à la fois des passages à l'échelle des projets data et en même temps la sobriété numérique ? Ça peut paraître contradictoire. Effectivement, l'évolution des besoins et de la consommation des ressources au niveau des hyperscalers est grandissante. Et donc, c'est une vraie préoccupation de gérer l'empreinte carbone de ce type de problématique. C'est quelque chose qui est au cœur de la stratégie de Google depuis déjà pas mal de temps, depuis la neutralité carbone depuis 2007. 2017, on gérait déjà 100% de nos opérations avec de l'énergie renouvelable, donc du solaire et de l'éolien principalement. On offre aujourd'hui à nos clients, dans leur choix de déploiement, des critères qui peuvent être des critères liés finalement au mix énergétique de nos data centers. Donc on a un indice qu'on appelle le CFE, le Carbon Free Energy, qui représente justement sur 24 heures le taux d'utilisation d'énergie renouvelable de ces data centers. Et donc on peut totalement automatiser pour un client le déploiement d'une application qui peut être énergivore, on va dire, entraînement d'un modèle, des ressources HPC. On peut automatiser et les déployer, par exemple, sur des zones qui sont qui ont une empreinte beaucoup plus faible. Et on va assez loin. Enfin, on pourra reparler des mécanismes d'optimisation qui vont dans ce sens-là. Mais pour revenir sur la partie data, à proprement parler, j'ai une autre stat qui est aussi intéressante. 2026, 7 pétabytes créés toutes les secondes. Et quand on regarde aujourd'hui, on a à peu près 10% des données qui sont vraiment utilisées, qui sont des données utilisées et actives pour l'entreprise. Les 90% restants sont des réplications, des réplicas de ces données, des copies. Donc on imagine l'évolution exponentielle, en tout cas de cette capacité de stockage finalement peut-être pas forcément utile. Et donc la vision data fédérée dont on parlait tout à l'heure va dans le sens justement de plus grande frugalité en tout cas, pour éviter justement la réplication, la copie des données, pour pouvoir justement fédérer l'accès à cette donnée, mais à cette version unique de la donnée, et puis de la gérer correctement, et donc d'aller vraiment dans l'optimisation des capacités et du stockage nécessaire pour pouvoir faire de l'analytics ou d'autres types de traitements. L'autre élément qui est un peu lié aussi aux architectures qu'on évoquait, c'est l'aspect serverless, qui lui est un aspect qui est très proche des usages,
qui suit l'activité vraiment de l'entreprise et donc qui permet aussi d'optimiser considérablement les ressources qui sont nécessaires pour pouvoir faire tourner une application. Et puis si vous rentrez un peu dans la console Google Cloud, il y a tout un tas de mécanismes aujourd'hui qui étaient historiquement adressés pour le FinOps et qu'on a aussi fait évoluer pour adresser des problématiques de type GreenOps et qui permettent par exemple d'aller faire de la réclamation de VM qui sont idle, qui ne sont pas utilisés, ou de les optimiser, en tout cas de les retailler par rapport à des besoins qui sont plus propres à au workload qu'elles doivent exécuter, de redimensionner des serveurs SQL, des optimisations qui permettent en tout cas d'aller au plus juste et qui donnent une indication aussi sur le niveau de CO2, grammes par CO2 économisé en optimisant ces infrastructures qui sont soit mal dimensionnées, soit inutilisées, etc. Donc des recommandations qui permettent d'optimiser, d'être plus en contrôle, et puis de l'information, parce que ça passe aussi par l'information, et donc des dashboards qu'on publie, que chaque client a à sa disposition pour pouvoir mesurer précisément, avec un niveau de granularité assez fin, au niveau des projets, au niveau des services consommés pour construire leurs applications, finalement d'avoir une valorisation pour cette application-là de son empreinte carbone et de pouvoir la reporter et de la consolider dans des rapports internes également. Voilà. C'est un beau programme tout ça. C'est énormément. Ça pourrait être l'objet d'un podcast complet. Il y a énormément de choses à dire sur les aspects GreenOps et tous les investissements qu'on voit aujourd'hui dans le monde de la protection de l'environnement et du développement durable. Ouais, on avait parlé dans un autre podcast justement des experts FinOps d'aujourd'hui qui seraient les experts GreenOps de demain. Clairement. Et de l'impact que ça aurait d'un côté sur le financier et de côté sur aussi l'environnement. C'est exact. C'est deux sujets qu'il faut peut-être pas mélanger tout le temps, parce qu'on s'aperçoit, et on l'a vu nous chez les clients finalement, que c'est pas parce qu'on va optimiser les coûts de son infrastructure ou de ses solutions cloud qu'on va nécessairement optimiser l'impact carbone. C'est deux disciplines qui ont les mêmes objectifs, hein, informer, optimiser, opérer et mettre un processus un peu itératif au sein de l'entreprise pour contrôler l'impact. Mais ça reste deux disciplines, je dirais, pilotées aussi distinctement. Très bien. Merci Franck d'avoir été là pour notre premier épisode de la saison 3 d'Objectif Cloud. Alors moi j'ai une dernière question qui est la question usuelle à la fin de ce podcast. Notre podcast s'appelle Objectif Cloud. Quel est ton objectif pro ou perso pour les prochains mois ? Mon objectif, c'est probablement de revenir ici, parce que je pense qu'on a touché plein de sujets très intéressants autour de la data, du cloud, du multi-cloud et de l'environnement. Donc on peut déjà se fixer comme objectif de se reprogrammer peut-être un podcast sur un de ces thèmes-là dans les prochains mois. Voilà, ce sera avec grand plaisir en tout cas. Mais merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous appréciez l'émission, pensez à laisser des étoiles sur vos plateformes préférées ou à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Objectif Cloud.